Quand on parle de puissance économique, on regarde souvent les États, leurs arbitrages. Cependant, une partie de cette puissance se joue à d'autres niveaux, celui des entreprises privées ou encore des réseaux économiques. Bonjour à tous, je suis Rachel Soumbou, votre journaliste. Bienvenue dans votre podcast Women Shaping Diplomacy qui décrypte le monde à travers celles qui le façonnent. Aujourd'hui, nous allons poser une question simple. Quel rôle jouent les acteurs économiques privés, les réseaux économiques, dans l'action économique extérieure de la France ? Dans un contexte international marqué par les crises, les guerres et les recompositions industrielles, comment les entreprises françaises et ces réseaux, tels que les conseillers du commerce extérieur de la France, contribuent-ils à anticiper, orienter et soutenir l'action économique extérieure de notre pays? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Claudine Leprince. Elle a occupé des fonctions de direction dans plusieurs entreprises internationales, entre l'Europe et les États-Unis. Elle est aujourd'hui déléguée générale du Club des ETI d'Île-de-France, administratrice des conseillers du commerce extérieur de la France, et elle préside la commission diversité tech au sein même de ce réseau. Ancienne journaliste et diplômée de l'ESSEC, elle évolue depuis plus de 20 ans au croisement du monde économique, de l'innovation et de l'international. Avec elle, nous allons donc explorer aujourd'hui comment les entreprises, les ETI et les CCE participent concrètement à l'action extérieure de la France. Claudine Leprince, bonjour, bienvenue. Bonjour Rachel et merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous, Claudine, d'avoir accepté notre invitation dans ce podcast. Avec grand plaisir. Alors Claudine, j'ai une tradition dans ce podcast, dans cette émission. J'aime toujours démarrer avec une question qui nous emmène à comprendre un peu les motivations qui vous ont poussé à évoluer dans le domaine dans les domaines même, je dirais, dans lesquels vous évoluez aujourd'hui. Donc, vous travaillez depuis longtemps auprès des entreprises, c'est le cas de le dire, et de leur stratégie internationale. Pourquoi ce choix, Claudine, de vous rapprocher des entreprises? Alors, j'ai commencé mon parcours, alors oh là là, ça remonte à fort longtemps, hein. J'avais entre 19 et 25 ans, en même temps que mes études et j'étais journaliste et j'étais, attachée aux questions, économiques, politiques, et aussi, artistiques et parmi tous ces domaines, auxquels je touchais, je dirais, c'est surtout les entrepreneurs qui m'ont le plus, embarquée à l'époque, fascinée, comment on passe de l'idéation à l'exécution et puis on arrive à embarquer ses troupes, innover et cetera. Donc c'est ainsi que je suis restée, très attirée par, plutôt ce milieu de l'entrepreneuriat et puis effectivement, vous le signaliez, une carrière qui m'a menée sur 4 continents, toujours dans le commerce international et donc toujours, accompagnée aujourd'hui des leaders mondiaux. Donc les échanges internationaux, je les considère essentiels au niveau sociétal, économique, culturel. Voilà, si je peux résumer ainsi. Et tout justement, la première question que j'aimerais vous poser, Claudine, pour entrer dans le vif du sujet et pour poser un peu le cadre de cet échange, quand on observe aujourd'hui l'économie mondiale depuis le terrain des entreprises, quels sont aujourd'hui, selon vous, les grands changements quels sont les grands changements que vous observez? Alors les changements sont devenus pratiquement la donne aujourd'hui, mais je dirais on observe 3 grandes transformations, clairement pour les entreprises. Je dirais une mondialisation qui ne disparaît pas, mais qui se reconfigure, hein, si on peut dire. On assiste à une transformation des chaînes de valeur, les relocalisations partielles, les diversifications de fournisseurs, différentes stratégies plus proches de son positionnement géographique ou plus lointain. Les entreprises aujourd'hui, je dirais, cherchent moins le coût minimum que la résilience. Et c'est intéressant d'ailleurs ce terme de résilience qu'on retrouve beaucoup au sein des entreprises, qui vont jusqu'à aujourd'hui, pour certains, utiliser le terme d'antifragilité, qu'on retrouve notamment dans le domaine militaire. La résilience étant, comme vous le savez, le fait de subir une crise et de revenir un petit peu à ce qu'on était avant. Et l'antifragilité étant ce principe de revenir encore plus fort
de ce qu'on était avant. Et c'est vraiment ces transformations que subissent les entreprises qui les amènent à devenir aussi résilientes, aussi antifragiles, je dirais. Et puis, une deuxième grande transformation, c'est la montée très forte des enjeux géopolitiques dans les décisions économiques. Hein. Ça, c'est assez récent parce que certes, ça avait son importance, mais aujourd'hui, ben, on observe par exemple même dans les grandes entreprises depuis peu la création d'un nouveau type de poste qui est de fonction, qui est le Chief Geopolitical Officer. Donc c'est quand même une tendance assez forte qui prouve que les enjeux politiques ont des conséquences maintenant très directes et très rapides dans les décisions économiques. Aujourd'hui, les dirigeants intègrent dans leurs décisions les sanctions internationales, les tensions commerciales, les risques politiques, etc. Et autrefois, je dirais, c'était un sujet diplomatique. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet stratégique. Et puis, un troisième type de transformation majeure, qui là est l'accélération des technologies, des transitions technologiques et énergétiques. Vous avez cité la tech effectivement en introduction et on observe une compétition mondiale très forte, hein, on le voit autour de l'IA, avec tous ces gros budgets qui se mettent sur la table au niveau des différents continents, la transition énergétique et puis les technologies industrielles. Et quelque part tout ça, ces trois grands types de transformation redessinent les chaînes de valeur et les rapports de puissance économique. Et tout justement, on va revenir sur ce point, hein. Je me permets de vous interrompre parce que c'est très intéressant. Vous avez évoqué, beaucoup de choses, beaucoup de points, plusieurs points sur lesquels, on va revenir, Claudine. Entendu. Je note ces 3 catégories, donc ces bouleversements que vous avez évoqués, donc la mondialisation, vous avez parlé donc des grands enjeux, géopolitiques, hein, aujourd'hui dans ces réseaux économiques, l'accélération des transitions, technologiques, notamment, avec l'arrivée, de l'IA. Mais Voilà. tout justement, vous avez dit un point qui m'a interpellée. Vous avez parlé de résilience, notamment d'antifragilité. Aujourd'hui, c'est vrai que je l'ai évoqué tout à l'heure en introduction, hein, quand on parle de puissance économique, la première chose à laquelle on pense souvent, c'est vraiment, les arbitrages des États à proprement parler, en oubliant qu'il y a d'autres acteurs qui interviennent à différents niveaux. Et ma question est la suivante: aujourd'hui, les entreprises présentes à l'international, elles sont souvent, hein, en ligne de front, autrement dit les premières, hein, à percevoir certaines évolutions économiques. Quels sont justement, ces signaux que les entreprises captent même avant, les décideurs publics? Tout à fait d'accord avec vous, Rachel, effectivement, hein, c'est un peu, pour rester un peu dans ce lexique, les entreprises, c'est un peu l'avant-garde sur le terrain. Elles sont les premières à capter les signaux, elles sont directement exposées, je dirais, au marché. Euh, Par exemple, les types de signaux qui pourraient remonter très vite du terrain sont les tensions dans les chaînes d'approvisionnement. Les entreprises vont immédiatement voir les ruptures de production, les dépendances critiques, la hausse des coûts logistiques, par exemple. Bah, la crise des semi-conducteurs, par exemple, est un exemple très parlant. On parlait de l'IA et de ces secteurs essentiels. Ben, par exemple, sur les semi-conducteurs, on a vécu ce type de tension. Les évolutions aussi réglementaires et les stratégies industrielles des États. Hein, on se rend compte que les entreprises qui sont présentes localement perçoivent très vite les nouvelles politiques industrielles, les normes politiques, les normes technologiques plutôt, et puis les stratégies d'influence économique qui se dessinent. Et puis un troisième type de transformation qui sont celles des marchés et des technologies, où là, les entreprises vont très rapidement capter les nouveaux usages, les innovations de rupture, les changements de compétitivité. Elles fonctionnent quelque part comme des capteurs avancés de l'économie mondiale, si on peut dire. Alors tout justement, ça m'emmène, à poursuivre donc avec la prochaine question et faire un focus, hein, sur, les conseillers du commerce extérieur aujourd'hui qui, on le comprend et vous allez nous l'expliquer, hein, sont un relais, on va dire, stratégique, entre, les entreprises, et les États. Dans un premier temps, Claudine, est-ce que vous pourriez nous expliquer, nous réexpliquer dans les grandes lignes quelle est l'action des CCE, donc d'un point de vue économique auprès des États. Autrement dit,
comment est-ce que, les CCE soutiennent, hein, les États l'État, on va dire français en l'occurrence puisque nous sommes en France, comment les CCE donc soutiennent l'État français dans sa prise de décision, en matière d'économie? Ça, c'est ma première question et dans un second temps, au regard de ce que vous avez évoqué, tous ces signaux finalement que les entreprises captent, comment est-ce que ces signaux remontent auprès de vous, acteurs donc CCE, et comment ces signaux remontent ensuite auprès des États? Mais on va y aller progressivement. Dans un premier temps, quelle est l'action des CCE, auprès de l'État en matière de gouvernance d'un point de vue économique? Alors, déjà les CCE comme vous l'avez, dit en introduction et comme votre question, le laisse entendre, on est effectivement mandaté par décret ministériel. Donc on est, le réseau compte plus de 4 500 dirigeants et experts de l'international dans plus de 150 pays et notre rôle repose sur 4 dimensions, 4 grandes dimensions, et qui permettent de donner, à la France effectivement, à la puissance publique, une lecture très fine des marchés et une compréhension concrète des environnements, économiques locaux. Nous avons donc cette expertise de terrain que nous mettons à disposition. Nous avons aussi un rôle d'interface entre les entreprises et les pouvoirs publics. Nous pouvons faire remonter des informations économiques et éclairer ainsi certaines, décisions publiques et contribuer à l'analyse, de marchés, stratégiques, par exemple et donc d'où ce nom que nous avons des conseillers du commerce extérieur, de la France auprès des pouvoirs publics. Nous avons aussi un rôle de soutien direct aux entreprises françaises. Nous appuyons à l'international, nos entreprises françaises, que ce soit des primo-exportateurs ou des exportateurs, confirmés. Hem Et puis une quatrième mission qui est la sensibilisation des jeunes au métier de l'international et ça, c'est très important aussi au nombre de nos 4 actions, puisque ce sont les forces vives de demain et je dirais que c'est un réseau unique de diplomatie économique, si on peut dire, Oui. de terrain et présidé par une femme puisque vous avez cité, le titre du podcast et donc présidé par une femme depuis près de 130 ans. C'est la première femme présidente, Sophie Sidos, un réseau très précurseur créé en 1898, ce qui ne nous rajeunit pas. Alors très, très clair, Claudine, vous avez parlé donc, parmi les compétences, hein, des CCE, vous avez notamment évoqué un rôle d'interface, un soutien aux entreprises, françaises. Comment est-ce que ça se traduit concrètement sur le terrain? Alors, concrètement sur le terrain et vous parliez des signaux effectivement qui remontent, qui peuvent remonter, hem, on est très au fait, par exemple, de la régionalisation croissante, je puis dire, de l'économie mondiale. Je ne sais plus si j'ai précisé que nous étions, des bénévoles, bien entendu, puisque nous sommes, voilà, des dirigeants d'entreprise tout à fait, engagés à titre bénévole dans cette organisation. Donc nous sommes très vite au fait de la régionalisation croissante, de l'économie. On observe, une concentration, régionale sur l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Asie. La compétition aussi industrielle, très forte. Mmh. Donc ça aussi, on est au fait de ces politiques industrielles, massives puisque étant répartis sur 150 pays, on voit très vite ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis, avec, par exemple, l'Inflation Reduction Act qui a été mis en place avec ces politiques massives industrielles, les stratégies technologiques chinoises aussi. Nous avons une très forte présence sur la partie, asiatique. La politique industrielle, et aussi européenne. Il va falloir suivre de très près d'ailleurs le Industrial Accelerator Act qui pose le principe d'une préférence, européenne. Donc nous, en tant que dirigeants d'entreprise aussi, on s'engage à soutenir, hein, cette, préférence industrielle, qui se dessine et qui va notamment, adresser, les marchés, et les financements publics, ou l'origine européenne, ou la performance carbone et cetera, ou conditionner les investissements directs étrangers et cetera. Donc tout cela, on le voit puisqu'on a aussi une partie, de nos missions qui concerne, l'attractivité de la France et je crois que j'ai oublié de le souligner en introduction des CCE. On a aussi ce rôle très important de soutenir, et de faire rayonner, l'attractivité de la France, vers les investisseurs étrangers. Et puis
Un troisième facteur qu'on peut observer aussi de façon très concrète, c'est l'accélération dans la transition énergétique, avec des investissements qui se concentrent dans les batteries, l'hydrogène, les technologies bas carbone, etc., qui redessinent les équilibres industriels. Et donc ces informations, grâce à nos remontées terrain, et puis aux travaux de nos groupes d'expertise, parce qu'on compte beaucoup de groupes d'expertise sur des sujets essentiels, eh bien, contribuent à éclairer effectivement la puissance publique, anticiper certaines évolutions, adapter les politiques économiques et puis soutenir les secteurs stratégiques. Alors, comment est-ce que, vos informations, je dirais, remontent? Je m'explique, hein. Donc quand vous observez, vous formulez des recommandations, par quels moyens concrètement? Et est-ce que vous auriez justement un exemple, peut-être un sujet à nous partager sur lequel, vous avez pu donc, formuler sur lesquels les CCE donc ont pu formuler des recommandations qui ont eu, un impact sur une décision économique, quelconque en France? Nous avons, à titre d'exemple, participé à rédiger une note sur la simplification. Vous savez que la simplification fait partie aussi des grands travaux au niveau de la puissance publique, la simplification de nos mesures administratives, etc. Donc nous avons participé à une note assez décisive qui a été prise en compte notamment au niveau de la politique France 2030 également pour déterminer, pour identifier les secteurs les plus porteurs et puis identifier, je le disais, dans le cadre des mesures de simplification, celles qui auraient le plus d'impact sur des changements en profondeur pour les entreprises françaises. Tout à l'heure, nous avons parlé donc de mutation, hein, des enjeux géopolitiques, pardon, et vous avez, notamment donc, évoqué, cette nouvelle fonction, hein, au sein des entreprises, Chief, Geopolitical Officer, que je ne connaissais pas. Et ma question est la suivante, Claudine. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de ces enjeux géopolitiques parce que clairement, on traverse en fait une période marquée par des crises. On a eu la pandémie, il y a des guerres aujourd'hui encore, hein, on le voit au travers de l'actualité, beaucoup de tensions. Quel impact ces événements ont-ils sur les stratégies économiques des entreprises françaises? Oula, alors effectivement, toutes ces crises que vous décrivez, et que vous décriviez en introduction, hein, on est dans un monde de hyper crise, de hyper risque, hein, tout est avec tous les superlatifs, qui les accompagnent. Elles ont effectivement profondément changé la stratégie des entreprises. Je dirais qu'à mon niveau, j'observe 3 évolutions majeures. Bon, il y en a sans doute davantage, mais si on devait résumer, priorité donnée à la résilience, hein. Ce que je disais tout à l'heure, là, c'est très important cette notion de long terme. Avant, on prenait des décisions à court terme et puis on avait, par exemple, un business plan à 3 ans et on se rend compte que tout peut voler, très vite en éclats, hein. On l'a vu récemment, avec, la crise covid et puis avec, les événements actuels auxquels nous sommes confrontés au niveau géopolitique. Donc, aujourd'hui, je dirais que la priorité est donnée à la résilience et donc toujours avec cette notion de long terme, où on voit que les entreprises sécurisent davantage, par exemple de façon très concrète, leurs approvisionnements, les implantations, les partenaires industriels. Il va y avoir une espèce de diversification du risque. Voilà, pour pouvoir justement pour pouvoir prendre les différents chocs qui sont passés ou qui vont s'annoncer. Il y a aussi une diversification géographique qu'on observe aujourd'hui. C'est un petit peu dans la lignée de ce que je disais précédemment, hein. Beaucoup d'entreprises cherchent désormais à répartir leur base de production pour justement diversifier les risques. Et puis, on observe aussi, en termes d'impact et de changement de stratégie des entreprises, une accélération des transformations. Transformations en général, qu'elles soient numériques, qu'elles soient industrielles, qu'elles soient environnementales. Et là, je prends un peu ma casquette de déléguée générale des entreprises de taille intermédiaire que vous citiez tout à l'heure.
où j'observe de façon, très concrète que ces différentes transitions sont Mmh. devenues, des impératifs de compétitivité et de survie, tout simplement. Et on va revenir à l'instant, dans quelques instants, sur, vous m'avez ôté les mots de la bouche, hein, sur votre rôle, en tant que délégué général donc, auprès des ETI. Mais juste avant, j'aimerais quand même revenir sur un point, Claudine. C'est vrai que donc on a parlé donc, à l'instant, hein, du rôle des CCE, vous venez d'évoquer encore à l'instant tout ce contexte, géopolitique, comment, donc faire face à tous ces événements. Vous avez parlé de résilience et vous avez insisté donc sur cette notion de long terme. Vous, aujourd'hui, en tant que board member au sein des CCE, comment est-ce que vous intervenez vraiment dans tout ce contexte? Alors, en tant que board member, des conseillers du commerce extérieur de la France, déjà souligner que nous sommes, toute une équipe donc autour de notre présidente, que j'évoquais, tout à l'heure, avec la première question. Donc nous sommes, 24, si je suis précise, administrateurs et administratrices, au sein de ce board, et nous participons de façon très concrète aux orientations stratégiques de l'institution, sachant qu'il n'y a pas vraiment de hiérarchie, hein. On est tous des bénévoles, et je dirais les 4500 que nous sommes tous participent tous au même niveau. Simplement, effectivement, au niveau du conseil d'administration, eh bien, voilà, nous prenons des décisions sur les grandes lignes de nos 4 missions que je citais en introduction. Nous faisons en sorte que nos missions soient accomplies, et que tout remonte donc au pouvoir public, conformément à nos engagements. Mon engagement personnel au niveau de ce board et au niveau de ma présidence, donc de la commission diversité du réseau, consiste à faire de la diversité de ce réseau, puisqu'il est d'une richesse incroyable. Nous sommes répartis dans 150 pays, répartis par comité géographique, et aussi par groupe d'expertise, comme je le signalais tout à l'heure. Et donc, mon rôle, particulièrement au sein de cette commission diversité du réseau, qui est la plus récente, puisqu'elle a été créée il y a environ 4 ans, c'est vraiment nous assurer qu'on tire le meilleur parti de cette richesse du réseau, et faire de ces différentes composantes un facteur de performance. Et donc, cela va de la féminisation du réseau à l'équilibre intergénérationnel, je dirais, et puis également à des facteurs liés aux entreprises, faire en sorte qu'il y ait une représentativité suffisante en termes de taille d'entreprise et de secteur d'activité prioritaire. Donc, il Mmh. s'agit de suivre vraiment et de se coller aux priorités, hein, les secteurs les plus souverains, faire en sorte qu'ils soient représentés. Et puis, les nouveaux métiers, nouvelles technologies, puisque c'est aussi une des priorités de la France et d'ailleurs de l'ensemble des pays, faire en sorte que tout ce qui est nouveaux métiers et nouvelles technologies soit aussi représenté comme il se doit. Alors, vous avez parlé de secteur d'activité et justement, je me permets de faire le lien, hein, tout justement avec, les ETI, hein, que nous avons, évoquées, il y a quelques instants, les entreprises, de taille intermédiaire. Et aujourd'hui, donc c'est vrai que pour comprendre, en fait, l'action économique extérieure de la France, il faut aussi regarder, clairement ce type d'entreprises qui ont un poids, assez, conséquent. Et j'aimerais du coup, j'aimerais justement poursuivre, sur cette question des ETI. Aujourd'hui, je sais qu'elles représentent environ 2 des entreprises, hein, corrigez-moi si je me trompe. C'est exact, 2% du tissu des entreprises françaises, absolument. Et concrètement, que représentent en fait, finalement ces ETI dans l'économie française? Puisqu'on sait qu'elles ont quand même un rôle, assez conséquent. Mais est-ce que vous pourriez nous expliquer du coup, davantage? Tout à fait, et justement, si on ramène cette proportion que vous venez de signaler, c'est de ce 2%, un petit peu plus aujourd'hui, mais bon, on est toujours dans ces mêmes proportions, hein. Et si on ramène justement cette proportion à l'ensemble de ce qu'elles produisent, on se rend compte que ces entreprises de taille intermédiaire, ces ETI, sont souvent la
colonne vertébrale de l'économie française. Hein. L'un des dirigeants de ces entreprises utilise le terme airbag, un peu l'airbag de l'économie française, celles qui vont prendre toutes les crises et faire face à toutes les crises et avoir cette capacité de rebond, cette capacité d'antifragilité que je signalais au départ. Euh, Quelques chiffres clés. Aujourd'hui, les ETI sont environ, alors en 2026, à l'heure où je vous parle, 7400, donc très dynamique, puisque par exemple en 2019, on en comptait 5000. Évidemment, nous en avions beaucoup plus à l'époque, mais bon, aujourd'hui 7400, donc une vraie dynamique de cette catégorie d'entreprises. Elle représente, et pour ramener ces 2% que vous Oui. signaliez en effet, elle représente 25% de l'emploi salarié. C'est juste énorme, c'est 3,5 millions de salariés plein temps, autant que les grands groupes, hein, et on ne le sait que trop peu. Et puis, elle représente, puisqu'on parlait de l'international, elle pèse quand même pour un tiers des exportations françaises. C'est beaucoup, et plus de 30% de l'emploi industriel. Donc on se rend compte qu'elles ont plusieurs caractéristiques, je dirais, importantes, hein, parmi tous les facteurs qu'on a cités tout à l'heure. Elles ont justement cette forte capacité d'innovation. Elles ont un ancrage territorial très fort, et tout se joue aujourd'hui au niveau des territoires, hein, pour tout ce qui est justement filière économique prioritaire et souveraine. Et puis, elles sont très présentes à l'international. Ce sont souvent des champions industriels très spécialisés dans des marchés de niche, et donc essentiels donc à l'économie française. Donc, vous avez parlé donc de colonne vertébrale, hein, ces ETI, finalement, un tiers des exportations, pour reprendre les chiffres, 7400 ETI en 2026, 5000 en 2019, donc on voit l'évolution, 25% de l'emploi salarié. Pourquoi est-ce que ces ETI, finalement, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que ces informations, on les connaît très peu, qu'est-ce qui explique qu'elles soient, je ne vais pas dire invisibles, ça serait pas correct parce qu'elles ont quand même un poids assez important, mais qu'est-ce qui explique qu'elles soient peu visibles, on va dire, et peu présentes peut-être à la table des décisions? Alors, vous avez raison sur le fait qu'elle soit peu visible, et justement, c'est, leur surnom, je dirais, appuie votre affirmation, puisqu'on les appelle souvent les champions cachés, hein. C'est une expression qui nous vient d'un chercheur allemand qui travaille beaucoup, qui a travaillé de longues années sur, le Mittelstand allemand, qui est un peu l'équivalent de ces entreprises, et qui a utilisé ce terme des champions cachés de l'économie. Justement parce qu'elles sont trop peu connues des pouvoirs publics, trop peu connues dans le débat public, tout simplement, hein, comme vous le signalez. Mais aujourd'hui, enfin depuis plusieurs années, elles sont aussi très inclines à s'exprimer justement, pour justement mettre en lumière tout ce qu'elles apportent à l'économie. Et évidemment, bon, elles ne sont pas toujours les mieux placées, hein, pour le faire. C'est pour ça que les groupements sont très importants. Donc, il y a le METI, le mouvement des entreprises de taille intermédiaire, qui porte un peu la voix de ces entreprises depuis de longues années, et qui est à l'origine de changements, euh, de changements essentiels pour accompagner la croissance économique et les transformations de ces entreprises. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, les décisions économiques, comme on le disait tout à l'heure, ont un impact direct sur la compétitivité des entreprises. Et la voix de ces entreprises est essentielle parce qu'elles peuvent apporter une connaissance concrète des marchés, une vision des contraintes industrielles, une capacité d'anticipation. Et donc, c'est pour cela que le fait qu'elles puissent se regrouper me paraît essentiel pour emporter la voix. Une question peut-être, hein, pour compléter vos propos et aller dans la continuité de ce que vous évoquez. Vous, en tant que délégué général aujourd'hui du club des ETI d'Île-de-France, quels sont les chantiers prioritaires sur lesquels vous intervenez? Parce que vous avez souligné l'importance, hein, de faire entendre la voix de ces ETI dans le débat public. Quels sont les chantiers sur lesquels vous intervenez en ce sens notamment? Alors, il y a on va dire deux organisations, deux types d'organisations très, très, on va dire, différenciés.
Il y a donc ce que je signalais, qui est le METI, qui est le mouvement des entreprises de taille intermédiaire, qui est donc la fédération, on va dire, qui est coprésidée par deux dirigeants de ces ETI, Philippe Dornano et Frédéric Coirier, et aussi par le délégué général très dynamique Alexandre Monté, qui eux vont faire toute la partie, qui porte toute la partie justement d'éclairage au pouvoir public, de tout ce qui pourrait être des leviers et aussi les freins à ces entreprises qui sont, comme on le disait, la colonne vertébrale de l'économie française, donc qui ont un rôle essentiel. Et puis, elles ont créé autour des clubs régionaux, donc tels que le club ETI Île-de-France, que j'ai l'honneur de diriger auprès de deux coprésidents qui sont Delphine Anton et Charles Robinet-Dufault, où là, nous avons un rôle beaucoup plus concret auprès de ces entreprises, de les appuyer dans leurs problématiques de croissance et de développement. Et donc, cela peut porter sur leurs problématiques de transformation industrielle, comme on le signalait tout à l'heure. Nous allons, par exemple, la semaine prochaine en Allemagne, avec un groupe d'industriels de ce groupe pour voir un petit peu de part et d'autre les meilleures pratiques en industrie 4.0. Nous travaillons aussi sur la transformation environnementale et sociétale, sur l'optimisation des achats, sur bien sûr les ressources humaines qui est essentielle. Ce sont des entreprises, comme vous l'avez dit, et comme on le disait, des champions cachés, donc aussi cachés du marché du travail, et donc il faut valoriser parce que c'est quand même, on le disait tout à l'heure, 25% des emplois en France, donc voilà, c'est ce qui est essentiel aussi sur la partie emploi. Et donc voilà, ce sont sur ces différents sujets que nous travaillons, comme la compétitivité aussi internationale, et bien sûr la transmission, qui est un facteur aussi essentiel, puisque une entreprise sur 10 est en transmission euh, en ce moment. Quels sont les secteurs d'activité sur lesquels se positionnent en fait ces entreprises, hein, ces 2%? Alors elles sont, on le disait, sur des marchés de niche, c'est par définition hein, la caractéristique de ces entreprises, et elles sont sur des secteurs industriels très forts. On les retrouve, par exemple, parmi les grands fournisseurs de l'aéronautique, de l'énergie. On les retrouve beaucoup dans les métiers du luxe. On sait que le luxe est une part essentielle du commerce international de la France. Évidemment, dans l'agroalimentaire, euh, qu'est-ce que j'oublierais les industries culturelles aussi. Les industries culturelles, on les oublie souvent, mais c'est vrai que c'est une part aussi très importante du commerce international de la France. Et bien sûr, les technologies dans leur ensemble. Donc, je dirais que ça, ce sont tout ce qui est santé, pharma, etc. Et puis, dans les services aussi, des sociétés très innovantes dans le milieu du service, donc pas uniquement dans l'industrie, effectivement. Alors, une fois qu'on a dit tout cela, Claudine, vous l'avez évoqué hein, d'ailleurs il y a quelques instants, hein, on a parlé de compétitivité à plusieurs reprises. Une fois qu'on a dit tout ça, finalement, comment est-ce que se positionne aujourd'hui la France dans cette compétition économique internationale? La France, effectivement, Rachel dispose de nombreux atouts, euh, une attractivité économique importante, hein, on le voit au fil des années, et malgré les difficultés, la France garde ce trait d'attractivité euh, important. C'est depuis plusieurs années l'un des pays européens les plus attractifs pour les investissements étrangers, notamment. Euh, Elle a cette capacité d'innovation et cette capacité de rebond, hein, d'antifragilité hein, qu'on évoquait tout à l'heure. Alors attention au regard de nombreuses défaillances d'entreprises. Euh, Évidemment, il y a beaucoup à faire au niveau de la simplification, au niveau de la compétitivité, ne serait-ce que d'avoir une compétitivité égale en Europe, ça on en est loin. On évoquait tout à l'heure le Industrial Act, mais il reste encore beaucoup à faire parce que ce sont des entreprises euh, qui ne sont pas égales face à la compétitivité, et même sans aller sur les continents qui nous entourent, ne serait-ce qu'au niveau de l'Europe. Et ça, c'est l'un des combats, par exemple, du METI,
d'éclairer justement les pouvoirs publics sur, la surnormalisation, sur, le manque de simplification et le travail qu'il y a encore à faire de ce côté-là, sur la les difficultés de transmission de ces entreprises qui les mettent aussi à risque. Voilà, tous ces aspects qu'il faut aussi prendre en compte pour pouvoir garder cette dynamique importante autour de ce tissu d'économique et ce tissu d'entrepreneurs. Ce sont des La France a aussi cette capacité d'innovation avec notamment un écosystème de start-up dynamique, hein. On a cette French Tech aussi qui est assez unique et des centres de recherche aussi de premier plan, je dirais. D'ailleurs, pour faire le lien encore avec les ETI, ce sont des entreprises qui consacrent une part très importante, hein, de leurs revenus à la recherche et développement. Et donc, la France a aussi ses atouts de placer la recherche effectivement au premier plan. Toutefois, il reste toujours des défis, hein, on le disait, la taille des entreprises, les processus de réindustrialisation et puis la compétition mondiale, qu'elle soit technologique, énergétique ou autre. Mais d'une façon générale, la France dispose de nombreux atouts et on le voit dans cette dynamique de création des ETI, le chiffre que je citais tout à l'heure, c'était entre 2019 et aujourd'hui, le nombre croissant d'ETI est justement la preuve, s'il en fallait, qu'il y a une réelle dynamique et un réel intérêt à se concentrer sur cette catégorie d'entreprises qui portent vraiment l'ensemble des transformations de la France, qu'elles soient technologiques, qu'elles soient énergétiques ou qu'elles soient industrielles et voire d'innovation technologique pour les sociétés de services également. Claudine, nous sommes, donc en train de parler de compétitivité, hein, et j'aimerais revenir sur un point que vous avez évoqué tout à l'heure, hein, quand on a parlé en début d'échange de l'action des CCE. Vous avez expliqué qu'aujourd'hui, l'une de vos actions, de vos missions est de soutenir, hein, et de faire rayonner clairement l'attractivité de la France, notamment, auprès des investisseurs. Et ma question est la suivante, finalement: quels sont les points sur lesquels se pencher, hein, pour renforcer tout justement, l'attractivité de la France, notamment auprès de ces investisseurs dont il est question? Alors je dirais, il y a 2 points dans cette notion d'attractivité. Il y a effectivement les investisseurs, ce que vous signalez à très juste titre. Et il y a aussi les entreprises étrangères qui vont, par exemple, s'installer en France et qui vont créer des emplois. Et ça, on l'oublie souvent et c'est vrai que c'est une part non négligeable aussi du PIB, toute cette valeur que vont créer ces entreprises, étrangères qui vont s'installer en France et notamment, en création d'emplois. Hem, ce Les leviers qu'on pourrait faire, qu'on pourrait partager par exemple, en termes de recommandations ou ce qui ressort en tout cas de nos analyses. Parce que nous avons effectivement, une commission attractivité qui, chaque année mène, une grande enquête, une enquête à grande échelle et qui permet justement de remonter au pouvoir public des informations très concrètes, très détaillées, extrêmement riches en termes d'attractivité de la France. Alors, il serait plus à même de répondre de façon plus précise à cette question, mais ce qui me vient à l'idée, par exemple, c'est de stabiliser et simplifier l'environnement réglementaire, hein. On revient à cette notion de simplification, c'est souvent ce qui ressort aussi, hein, d'avoir plus de lisibilité du cadre, je dirais réglementaire et fiscal, d'avoir plus de prévisibilité, on va dire, hein, réglementaire entre les pays. Cela peut être aussi d'accélérer la réindustrialisation et les projets industriels. Ça, on voit que ce qui est en cours, mais la compétition mondiale est très intense. Donc, voilà, il s'agit aussi de réduire, par exemple, les délais d'implantation industrielle, de favoriser la disponibilité du foncier, l'accès à l'énergie, hein. On signalait l'énergie tout à l'heure quand on parlait de compétitivité, l'accès à une énergie compétitive et décarbonée. Donc, cela aussi, ça peut créer aussi, soutenir, on dirait, des décisions d'implantation. Euh,
Au niveau alors je parlais des emplois, donc investir massivement aussi dans les compétences. La question des talents aussi est devenue centrale dans l'attractivité économique, hein. Souvent, une des questions, c'est, trouvez-vous les talents, dont vous avez besoin, hein? Et la question est très souvent, positive quand il s'agit de la France. Mais en même temps, nous sommes confrontés, à la pénurie de certains métiers. Donc, investir massivement, effectivement dans les compétences me paraît un levier intéressant, développer des compétences, IA, data et cetera, ingénierie, dans la transition, énergétique et puis, travailler sur la disponibilité de compétences qualifiées et aussi sur le coût du travail, hein. Et là, on revient aussi, je fais toujours le lien avec mes ETI, Oui. qui effectivement aussi, subissent ce coût du travail totalement déséquilibré par rapport aux autres pays d'Europe. Le coût du travail pour les postes qualifiés est extrêmement lourd en France et puis on dirait soutenir effectivement la croissance des entreprises les plus exportatrices. Donc cela aussi, c'est une recommandation, qu'ils peuvent aussi, émettre. De même que de renforcer, la diplomatie, je dirais, économique, et les réseaux internationaux. Ce à quoi contribuent justement les CCE en tant que réseau et qui est un outil important justement de cette diplomatie, économique aux côtés de tout ce qu'on appelle la Team France, Export, la TFE, hein. C'est vraiment cette coordination entre entreprises, donc le privé, hein, ce que vous signaliez tout à l'heure, et puis, les ambassades, Business France, CCE et pouvoir développer donc cette intelligence économique, qui permet de contribuer, à l'attractivité de la France. Alors, on parle du positionnement, hein, de la France sur la scène internationale. Là, on vient d'évoquer, on va dire, le volet attractivité. Mais ce positionnement, finalement, il ne passe pas que par la compétitivité, hein, mais aussi par des logiques de coopération économique. Et tout justement, selon vous, Claudine, quel rôle aujourd'hui les entreprises françaises ou encore les réseaux, hein, comme les CCE, peuvent-ils jouer pour développer, renforcer ces coopérations économiques internationales? Je pense que ce type de coopération, est vraiment essentiel parce qu'il permet, je dirais, d'anticiper les évolutions des marchés, détecter les opportunités, aussi, soit d'investissement ou de croissance ou d'innovation et puis mieux positionner la France dans les chaînes de valeur et donc les recommandations qui remontent du terrain, je considère sont assez claires et d'où l'importance, encore une fois, de ces regroupements, hem, qui forment une véritable intelligence économique, tels que les CCE ou par exemple ces clubs, ETI régionaux, hein. Hem, c'est vraiment des remontées qui sont assez claires. Il s'agit de renforcer la stabilité réglementaire, accélérer les projets industriels, investir dans les compétences, soutenir la croissance des entreprises qui sont les piliers de l'économie, mobiliser justement, ces réseaux et dans une économie mondiale de plus en plus compétitive, je dirais que l'attractivité d'un pays repose, sur sa capacité à offrir à la fois de la visibilité et c'est là que je pense que, nous avons ce rôle clé à jouer de part et d'autre et puis aussi à offrir, des talents, un écosystème industriel, performant, et cetera. Alors Claudine, donc on arrive, au dernier volet de notre échange, hein. Comme je le dis toujours dans mes épisodes, le cœur, hein, de ce podcast, Women Shaping Diplomacy, hein, ça porte son nom. Donc la place, des femmes dans la gouvernance. Je sais aussi que, c'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, hein. On l'a, potentiellement, a abordé, hein, tout à l'heure, notamment au travers de votre, casquette en tant que, responsable de la commission diversité tech. Et pour la petite anecdote aussi à notre audience, on a déjà eu l'occasion d'échanger il y a quelques années lors d'un webinaire sur cette question des femmes dans la gouvernance. Aujourd'hui, donc nous sommes en 2026. On a eu effectivement cet échange, Claudine, en 2023 ou 2024, hein, de Oui. mémoire.
oui. finalement, quand on regarde ces espaces où se prennent les décisions économiques, que ce soit, voilà, au niveau de la gouvernance mondiale, mais que ce soit aussi en entreprise, hein, sur des postes, stratégiques, est-ce que la place des femmes est-ce que les chiffres ont bougé? Clairement, est-ce que les chiffres ont évolué? Alors, la réponse est un peu double, Rachel. Effectivement, je dirais qu'il y a eu des progrès importants, hein, ces dernières années. On ne peut pas passer à côté et dire qu'effectivement, en particulier en France, grâce à certaines lois, notamment, la loi Copé-Zimmermann, Oui, je crois qu'elle a presque 15 ans cette année, si je calcule bien. Et puis, plus récemment, la loi Rexin oui. qui est entrée en vigueur, ce 1er mars, hein, donc voilà, qui a déjà été mis en place par les grandes entreprises, mais qui est vraiment, entrée en vigueur ce 1er mars. Hem, Effectivement, bon, les conseils d'administration se sont féminisés, donc grâce à ces lois. Hem, mais je dirais les postes exécutifs et les grandes décisions économiques, internationales, ben, dans ces partis-là, les femmes restent, malheureusement toujours, sous-représentées, hein. Et ça, c'est un enjeu important parce que, comme je disais tout à l'heure, la diversité, ce n'est pas juste je dirais, pour faire une tendance, pour répondre à une tendance. C'est vraiment, on a des études aujourd'hui et des preuves que cette diversité des profils, en alors, en termes de féminisation et la diversité dans tout son ensemble, hein, telle que je la décrivais tout à l'heure, elle enrichit la prise de décision, elle améliore la compréhension des marchés, elle renforce la performance collective. Ça, c'est indéniable. Et donc, il y a encore ce trop peu de représentation des femmes au sein des grandes décisions, des grands postes de décision économique et des postes exécutifs. Donc il y a encore cette poche d'amélioration que nous devons effectuer. Mais selon vous, Claudine, pourquoi est-ce que les femmes sont encore aujourd'hui sous-représentées finalement? Quels sont ces freins qui persistent? Et j'irai même plus loin en disant quels sont les leviers pour pouvoir faire face, en fait, supprimer, en disons ça comme ça, ces inégalités? Alors si on pouvait tout régler effectivement avec juste quelques recommandations, on y serait depuis longtemps. Donc c'est vrai que c'est une question toujours difficile d'identifier les freins. Quelques leviers par contre très concrets, parce que c'est vrai que, en tant que citoyen, en tant que citoyenne et citoyen, engagés, parce que, l'ensemble, hein, du réseau CCE, je tiens à le préciser, est vraiment, heu, embarqué dans ces questions, de diversité, de même que les entreprises auprès desquelles je travaille, les ETI c'est un facteur essentiel, et on a même créé une campagne de marque ETI qui met en avant justement ce persona qu'on a appelé les femmes aux commandes, hein. Donc, le sujet est absolument pris en main. Par contre, il y a tous ces freins qui sont plutôt structurels, je dirais. Donc, il s'agit d'agir à plusieurs niveaux, comme par exemple encourager les parcours de dirigeantes, hein, à travers des partenariats stratégiques, par exemple, ce que nous faisons au sein des CCE. Nous avons fait des partenariats stratégiques avec Professional Women Network, par exemple, qui a un programme très avancé sur le mentorat de femmes pour les encourager à prendre des postes à l'international, pour les accompagner à intégrer des postes d'administratrices, avec Women in Tech aussi, hein, les femmes de la tech, ça c'est très Oui. important. Là encore, c'est un domaine où les femmes sont en nombre insuffisant par rapport aux hommes, ou en tout cas invisibles. Donc, et ce partenariat est très important justement avec Women in Tech au niveau global. Et puis également, nous avons également un partenariat stratégique avec la French Tech pour accompagner les startups qui sont les plus avancées à l'international, donc la French Tech 40-120 et puis la French Tech de 2030 aussi, qui portent les sujets de technologie souveraine notamment, et qui eux aussi sont embarqués dans ce souhait de faire évoluer les choses. Donc c'est très important aussi pour nous de choisir des partenaires qui vont dans le même sens que nous, je dirais.
Et une autre action que nous faisons, c'est aussi promouvoir la diversité dans les réseaux économiques, hein. C'est le cas donc au niveau des CCE. Valoriser les rôles modèles, en faisant un certain nombre d'événements où nous donnons la parole à des femmes rôles modèles. Et puis, très important, agir en amont, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Oui. agir en amont sur les causes pour lesquelles les femmes n'accèdent pas toujours au poste clé. Et donc, tout ce travail de fond euh, sur l'accès aux responsabilités, la visibilité des femmes dans les instances économiques, le mentorat, l'accompagnement, etc. Hein. Et puis, comme on se le dit, hein, c'est pas une question d'équité, hein, c'est simplement un facteur de performance économique et d'innovation. Et donc, cela fait partie de tous les sujets d'innovation que nous avons évoqués tout au long de ce podcast. Claudine, nous arrivons donc au terme, hein, de cet échange. Et avant de conclure, j'aimerais vous poser une dernière question. Si vous aviez un message à adresser aujourd'hui aux acteurs privés, aux entreprises françaises, hein, sur la place qu'elles peuvent, qu'elles doivent occuper donc, dans cette diplomatie économique de la France qu'on a évoquée, d'une part, quel serait ce message? Et d'autre part, quel message aussi potentiellement aux acteurs publics pour accueillir davantage ces acteurs privés à la table des décisions? C'est une question très importante, Rachel. En effet, je dirais que dans un monde où l'économie, comme on l'a vu, est devenue profondément stratégique, la diplomatie économique, elle n'est pas seulement l'affaire des États, hein. Les entreprises sont effectivement en première ligne. On n'a pas arrêté de le dire tout au long de cet échange. Ce sont elles qui observent les marchés, qui sont au plus près de ces différents, de la détection de ces signaux faibles, qui identifient les freins, les opportunités, etc., et contribuent de façon très concrète au rayonnement économique de la France. Donc, je dirais que le message aux acteurs privés serait peut-être les assurer davantage que leur engagement euh, pour prendre la parole, ou leur engagement dans des réseaux économiques, etc., est essentiel, parce que leur expérience du terrain constitue une ressource précieuse pour anticiper justement les transformations de l'économie mondiale, et éclairer les grandes décisions qui vont finalement les impacter. Euh, Cela suppose aussi effectivement, comme vous le signaliez, qu'il y ait cette vraie association entre le public et le privé et ces entreprises, euh, en particulier les dirigeants qui opèrent au niveau international, et qui peuvent effectivement contribuer à cette réflexion stratégique qui enrichissent euh, les décisions publiques, hein, et permettent d'avoir une vision plus concrète des réalités économiques, hein. Quand on prend une décision au niveau étatique, qu'elle soit totalement éclairée, hein. Et puis, de l'autre côté, effectivement, on en revient toujours à ce véritable dialogue entre l'État et les entreprises, une coopération étroite qui permet de mieux saisir les opportunités dans ce monde d'hypercrise qu'on décrivait tout à l'heure. Et quel message peut-être vous auriez à adresser aux femmes, puisqu'il s'agit de Women Shaping Diplomacy? Quel message vous pourriez transmettre à toutes ces femmes qui peut-être hésitent encore, n'y croient pas, pour prendre leur place, hein, très clairement dans ces espaces de gouvernance? Alors, je vais vous donner un exemple assez parlant, je trouve. On a parlé de différentes transformations, hein, auxquelles sont confrontées les entreprises, euh, et notamment la transition écologique et environnementale. Alors, je ne sais plus quelle en est la source. Voilà, bon, je pensais pas avoir à répondre à cette question, donc voilà, et c'est assez spontané. Du coup, je n'ai plus la source en tête. Mais quelqu'un disait, si on avait écouté les femmes, notamment les femmes en Afrique, qui ont, elles, dès le début, ressenti le réchauffement climatique, parce qu'elles se sont rendues compte très vite que pour aller chercher de l'eau, elles ne devaient plus faire quelques kilomètres,
mais que leur trajet s'était considérablement rallongé. Et elles ont fait remonter cette information qui n'a pas été prise en compte. Et souvent, les femmes sont au fait de ces grandes transformations. Elles sont observatrices. Euh, Elles ont, alors je ne vais pas rentrer dans des considérations, dans des considérations scientifiques qui me dépassent, mais en tout cas, cet exemple m'avait profondément frappée. Je dirais qu'il faut que les femmes prennent conscience de leur capacité instinctive à ressentir les choses, de leur force, au même titre que tout citoyen, et là sur tous les continents, et qu'elles prennent cette place aussi dans l'économie mondiale, hein, par exemple la tech qu'on citait tout à l'heure, où il y a un retard des femmes aussi, qu'elles prennent conscience de cette influence qu'elles ont aussi sur la construction euh, de l'État, de leur pays, etc. Et que et qu'elles prennent part à part entière, qu'elles soient totalement associées donc à cette réflexion stratégique qui permet de renforcer la capacité d'anticipation et d'action économique d'un pays. Merci beaucoup, Claudine, hein, pour cet échange, pour tous ces éclairages. Et moi, j'aimerais ajouter à ce que vous avez dit, comme ce fameux proverbe nous le dit, hein, si les femmes baissaient les bras, le monde s'écroulerait. Et on le voit actuellement dans beaucoup de conflits, malheureusement. La place des femmes est essentielle. Totalement, totalement. La place des femmes est essentielle. J'aimerais donc, à vous qui nous écoutez, hein, vous laisser avec cette question, hein, comme j'ai pour habitude de le faire. J'aime vous laisser avec ces réflexions-là. Dans un monde économique de plus en plus instable, comment un pays comme la France peut-il davantage renforcer son attractivité ou alors mieux s'appuyer sur ses entreprises également pour rester influent à l'international? Merci de nous avoir suivis et à très vite pour un nouvel épisode de Women Shaping Diplomacy, votre podcast qui décrypte le monde à travers celles qui le façonnent.